Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du Salon Rent aujourd'hui et j'accueille au micro Brice Cardy, qui est président du réseau L'Adresse, et Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI. Avec moi également pour mener cette interview, Alexandra Roussel, que vous entendez sur les Ondes de Limo avec son émission Dans mon fauteuil Imo. Alors la question que nous allons aborder ici est celle du tempo entre le marché de la transaction et le marché du crédit immobilier, avec, on l'espère, de nouvelles meilleures et puis aussi de belles embellies. Brice Cardy, bonjour. Bonjour. Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Brice Cardy, comment est-ce que le marché de la transaction se porte-t-il en ce dernier trimestre 2023 ? Alors le dernier trimestre, ça va être compliqué d'en parler parce qu'il vient juste de démarrer. Oui. Mais on va dire que... Alors je ne sais pas ce que vous... Alors pardon, je parlais depuis la rentrée. On va se débrouiller, Oui. Alors je sais pas ce qu'on dit, mes homologues, mais néanmoins concurrents. Mais je pense qu'on est dans une période où, pour faciliter celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe sur le marché, pour qu'on gagne du temps, je pense qu'il faut parler des bons chiffres. Oui. Nous, le réseau L'Adresse a perdu un peu plus de 20% de volume de vente au premier semestre. Je n'ai pas encore les chiffres du second parce qu'il n'est pas terminé. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas beaucoup mieux que le premier. Ce qui aujourd'hui est intéressant à peut-être relever, c'est les disparités qu'on rencontre depuis la période post-confinement, où très franchement, les cartes ont été complètement rejouées, ou grâce au télétravail sur lequel certains s'accordent à dire qu'on a peut-être gagné 25 ou 30 ans par rapport à l'idée de réorganiser le télétravail. Alors, il y en a certains qui disent qu'on va revenir. Moi, je reste convaincu qu'on ne reviendra jamais dans l'ancien monde. Et je pense que la notion de marché, le fait que le marché soit grippé, c'est vraiment fait à deux vitesses. Oui. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont ceux qui ont connu finalement deux choses. Les hausses de prix les plus importantes et là où l'immobilier est le plus cher, prix au mètre carré, où le moindre effort devient finalement plus compliqué à consentir quand vous avez un prix moyen à 500 000 euros plutôt qu'un prix moyen en deçà de 100 000 euros. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ça y est, tout le monde est un petit peu au même diapason. On avait deux poids, deux mesures au niveau du marché. Donc nous, on est à moins 20%, mais pour être tout à fait transparent sur les périodes, sur les secteurs sur lesquels on constate ce que je viens de vous dire, on a des décrochages parfois qui vont jusqu'à moins 40, même moins 45%. C'est une moyenne, oui. Voilà. On retourne à finalement une normalité, quelque part. Normalité. Quand je dis normalité, c'est qu'à un moment donné, le marché était arrivé à un tel niveau en termes de hausse de prix, à un tel niveau en termes de baisse des taux d'intérêt. C'est ça qui n'était pas normal, quelque part. Je suis d'accord. Caroline Arnoux. Ouais, je partage complètement. On était sur un marché au niveau des taux de crédit qui était complètement anormal, autour de 1%, avec des liquidités gratuites qui coulaient à flot. Donc ça, c'était pas normal. Ce qui a vraiment grippé et fait un peu un électrochoc dans le domaine du financement du crédit, de l'immobilier notamment, c'est cette hausse des taux consécutive pendant 19 mois. Oui. De parfois 20 centièmes, je crois que c'est 20 centièmes tous les mois. Donc une brutalité de hausse des taux, une rapidité jamais connue qui a vraiment tout bloqué, puisque on a ce système de taux d'usure qui se réactualisait à ce moment-là seulement par trimestre sur des chiffres très anciens, et donc qui bloquait finalement les capacités des banques à répercuter cette hausse de taux en permanence tous les mois. Donc un assèchement, les banques se sont dit on arrête de distribuer des crédits à des marges négatives, on ne va pas faire de marge, on a des coûts de refinancement qui explosent, et donc on a eu des banques qui ont arrêté complètement de faire du crédit, des grandes banques nationales. Mais alors justement, la question, Caroline Arnoux, est-ce que ce marché du crédit immobilier qui s'est complètement gelé, il est en train quand même de se redynamiser ? On a entendu quelques bonnes nouvelles dernièrement. Oui, on a des bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, la première, c'est que la BCE a arrêté d'augmenter ses taux. Donc c'est bien les taux de la BCE et cette hausse de taux qui vise à ralentir l'inflation, et cette hausse de taux qui entraîne mécaniquement les hausses des taux des crédits immobiliers. Donc là, la BCE a décidé de faire une pause pour pas aussi gripper toute la croissance de la zone euro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et depuis cet été, depuis le mois d'août et début septembre, on a des banques qui nous disent qu'elles peuvent refaire de la marge sur les crédits. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si la banque peut faire de la marge sur les crédits, ça veut dire qu'elle a plus d'impétence à prêter. Et donc là, toutes les banques
son revenu sur la distribution de crédit. Donc ça, c'est vraiment une très bonne... réouvrir les robinets. Elle réouvre les robinets, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va avoir à nouveau de la concurrence. C'est-à-dire que les mois derniers, le sujet n'était pas de négocier un taux ou d'avoir un bon taux pour faire son crédit. Le sujet était d'avoir un crédit. Je pense qu'il faut quand même voir qu'on était dans une situation complètement ubuesque. On ne pouvait pas avoir de crédit. Même des très très bons dossiers parfois pouvaient être toqués. Là, les banques réouvrent le crédit, recommencent à faire des marges et on va rentrer dans une nouvelle concurrence, un marché concurrentiel sur des taux. Et certains banquiers m'ont dit, les banques qui ne vont pas être au rendez-vous sur des bons niveaux de taux de crédit vont se voir piquer des parts de marché. Donc, là, on est sur un paradigme plus positif. Mais alors justement, en 2023, on a constaté, d'un côté que le marché du crédit immobilier s'était rétréci, que par conséquence, le marché de la transaction s'est étendu. Ma question, c'est celle-ci, est-ce que vous pensez que les deux marchés vont réussir maintenant à accorder leur tempo dans les mois à venir? Et cela, bien sûr, dans l'intérêt des Français qui veulent encore pouvoir concrétiser un projet immobilier. Brice Cardy. C'est tout l'enjeu qu'on est en train de vivre. Ce que je disais tout à l'heure préalablement, c'est que finalement, on sort d'un marché dynamique, dit facile, on va être très clair, on a connu un marché facile. Trop facile. Depuis quoi 7 ans, 8 ans On ne va pas se raconter d'histoire, on fait un métier où c'est un métier qui, rappelons-le, est un métier où on est payé qu'au résultat, où finalement les critères d'embauche par rapport aux conditions, même quand on est salarié, ne sont pas forcément exorbitantes, avec un marché de l'emploi aujourd'hui, et tant mieux pour les jeunes et les moins jeunes, qui s'est vachement détendu, donc hyper compliqué d'arriver à séduire finalement des collaborateurs. Bref, clairement, depuis 8 ans, et même dans un réseau comme le nôtre, si on s'amuse vraiment à regarder dans notre propre réseau, parmi nos équipes, quels sont celles et ceux qui ont connu un marché difficile, finalement vous avez peu. Donc c'est le profil des seniors finalement qui revient, et tant mieux pour eux, et les autres, et c'est là qu'il faut être agile. Il faut se réadapter. C'est exactement ça. De toute façon, tout l'enjeu, et puis tout le principe de l'humanité, des flux migratoires qu'il y a eu, etc., c'est les populations qui ont su s'adapter plus vite que d'autres. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu qui prend tout son sens, qui plus est sur ce magnifique salon qui pour moi est l'écrin de la profession, et d'être capable de mettre du digital et du numérique pas à la place d'eux, mais à côté de l'humain, pour pouvoir mieux organiser les plannings de nos collaborateurs, pour qu'ils puissent consacrer quelque chose qu'on a clairement identifié pendant le confinement. Les Français veulent qu'on leur accorde du temps. Mais alors, est-ce que vous allez me permettre de poser cette question peut-être un peu choquante? C'est qu'il y a de bonnes nouvelles en fait quand on vous écoute. D'un côté, il y a des gens qui vont travailler, et de l'autre, il y a des gens qui quand même ont compris qu'il fallait aussi épargner pour séduire les banques. Oui, alors épargner. Avoir un bon dossier, travailler son dossier. Travailler son dossier, avoir un bon dossier, c'est encore plus vrai quand vous avez des taux à 1 et que vous allez essayer d'aller voir une banque à droite, à gauche pour grappiller quelques centièmes. C'est pas le même sujet. Oui, c'est ça. Là, les banques choisissent quand même leur dossier. Il faut un travail de fond. Et maintenant, nous, on voit des barèmes bancaires. Vous avez parfois un point de différence. Nous, on a des barèmes bancaires qui arrivent chez nous à 5%, il y a des barèmes qui arrivent à 4,20%. Donc finalement, l'emprunteur, aujourd'hui, il a intérêt à comparer, mais je pense que ça, c'est vrai pour toute la consommation. Comparer, préparer son dossier bancaire, réfléchir au bien qu'il veut acquérir aussi. Moi, je dis aujourd'hui, alors les conditions sont revenues pas normales, mais améliorées sur le crédit. Les taux sont à 4,5%. On va peut-être atterrir à 5% au printemps, mais ensuite on va avoir une décrue et on pourra renégocier son crédit. Il y aura une stagnation, ça veut dire que ça ne va pas être exponentiel. Là, on va s'arrêter à quoi? Des 5-6% non. À fin 2024? Non, je pense que maximum à 5%. Je lisais l'interview de Christine Lagarde dans la Tribune. Elle dit qu'elle va maintenir les taux à ce niveau suffisamment longtemps pour que l'inflation arrive à 2%. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas dans une logique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de hausse des taux le mois dernier. Là, les taux continuent un peu à progresser, mais seulement, je dirais, de 10 centièmes par mois, alors que les 18 mois précédents, on était sur 20 centièmes. Donc on est vraiment sur un atterrissage au niveau des taux. Et moi, je dis aujourd'hui, l'immobilier, ça reste la meilleure valeur refuge et le meilleur épargne qu'il soit. Donc achetez votre logement, peut-être prévoyez une pièce en moins, soyez peut-être moins exigeant dans un premier temps, mais même pour les primo-accédants, s'ils le peuvent, achetez votre logement, vous renégocierez vos taux,
vous revendrez dans des bonnes conditions. Je ne pense pas que le marché de l'immobilier va s'effondrer en termes de prix. Non. Donc, je pense que là, les conditions sont réunies. Il faut un petit peu aussi d'optimisme. Je pense qu'on a été un peu choqués pendant cette période de d'effondrement. Et il faut revenir avec de la crise, avec de l'inflation, avec les prix, avec les banques qui ne prêtent plus, avec la tension géopolitique. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de psychologie dans ce marché de l'immobilier. Ça touche les gens finalement dans leur intimité parce que le logement, c'est leur principale préoccupation. Donc il faut vraiment réinsuffler un petit peu d'optimisme dans tout ça. Brice, vous vouliez réagir? Non, il faut rester optimiste, mais moi en plus, je pense que c'est plutôt une qualité qui me caractérise, mais il faut quand même constater que c'est quand même... Oui, c'est la... On va pas se raconter l'histoire. Attendez, il faut arrêter. Tout à l'heure, à travers tout ce qu'on raconte au niveau des taux directeurs, le taux d'usure, ok, très bien, il a été remis mensuellement. Mais pareil, important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'était pas véritablement le problème du taux d'usure. C'était un problème que les banques prêtaient à perte. Et qu'en gros, ce que le taux d'usure, il faut savoir qu'elles ont le droit d'y déroger à 20% et que la moyenne des banques, c'était 14%. Donc ça montrait bien que finalement, c'était pas que le problème de taux d'usure. C'est juste le problème que les vannes étaient complètement fermées. Ça, c'est aussi la preuve de montrer à quel point finalement chacun d'entre nous dépend des banques, quel que soit le rôle que vous jouez, que ce soit en tant qu'emprunteur, que ce soit en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est aussi peut-être la leçon qu'il faudra tirer de tout ça. Ce qu'il faut rappeler à travers tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure sur l'augmentation sans précédent, c'est que grossièrement, les Français ont perdu 30% de capacité d'emprunt. Alors quand vous êtes sur des secteurs balnéaires, proches du littoral, où là vous pouvez bénéficier de celles et ceux qui partent en retraite, ou ceux qui ont plus d'argent que les autres, qui ont encore les moyens de se payer des résidences secondaires et qui ont la capacité de payer comptant, le marché n'a pas été trop impacté. Il y a encore des points comme ça, singuliers, comme à la région PACA. Vous avez encore parfois à certains endroits des augmentations de prix. Vous avez, comme je le citais préalablement, les fameuses villes préfectures, les villes cathédrales, on les appelle comme vous voulez, où le prix de l'immobilier est tellement peu cher que quand la banque vous demande de faire 20 ou 30% d'apport, 30% de 80 000, c'est pas 30% de 500 000. Donc, mais la vraie réalité, c'est que les Français ont perdu une pièce, voire les Français, plus. Non, mais les Français, très franchement, les Français, que ça soit... Alors, la pièce en moins... C'est vrai que c'est un double discours. J'apprécie le discours. Tout est une question de réaliste priorité. de Caroline. Mais d'un côté, Caroline nous dit qu'il faut être optimiste. De l'autre côté, elle nous dit mettez-vous dans la tête de perdre une pièce en moins. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer, et c'est là que quelque part on en revient finalement sur ce que je vous disais préalablement, les fondamentaux, c'est qu'on fait un métier de conseil. Un métier, on doit être capable de préparer les gens, d'accompagner les gens. Aujourd'hui, vous vous engagez, vous avez 10 milliards de raisons de vous désengager, quel que soit, que ça peut être le boulanger, votre copain architecte, tout le monde va vous dire attends, c'est pas le moment, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de conseiller. Maintenant, le conseil, c'est d'aligner les planètes. Aligner les planètes, moi je suis parti des premiers qui, maintenant, il y a 1 an et demi, a dit que les prix allaient baisser de 10%. On m'a dit que j'étais un fou, etc. Force est de constater que je ne me suis pas planté. Et je vais être très clair. Vous n'êtes pas le seul. Et je vais être très clair aujourd'hui. Oui, dites-le. Mais nous, on a des biens aujourd'hui sur les mêmes zones dont je vous ai parlé, les premières zones sur lesquelles le marché a dévissé parce qu'il avait atteint le syndrome du plafond de verre et qu'à un moment donné, c'est fini, c'est terminé. Les prix haussiers, c'est terminé, le marché s'est retourné. On a aujourd'hui des biens sur lesquels, entre l'estimation d'il y a 1 an et les compromis qu'on signe, on dévissé de plus de 20%. La réalité, alors il y a des biens en fonction des projets. Moi, ce que j'essaie d'expliquer à mes collaborateurs... C'est pas sur tous les biens non plus. Je pense qu'il y a des biens qui ne décotent pas. Ceux que tout le monde veut. Qui décotent moins. Les appartements, les biens atypiques, les fameux, le balcon, la terrasse, le jardin, tout ça, c'est des biens sur lesquels on arrive encore à organiser des visites. Mais ça dévisse partout, je suis désolé de vous le dire. Ça dévisse et pas seulement parce que c'est des passoires énergétiques. Mais ça dévisse parce que tout simplement, les planètes sont... Les Français, ils ont toujours eu envie d'acheter. Les Français, ils ont une brique dans le ventre. Les Français, ils achètent au prix auquel leur dit... Non mais attendez, les Français, ils achètent au prix auquel leur banque leur dit tu peux emprunter jusqu'à quel prix ? Oui, c'est ça. Et là, les Français leur dit tu peux emprunter 30%. En gros, l'argent a changé de camp. Il est passé de la poche des vendeurs. Tant mieux pour eux, ces 8 dernières années. Changé. L'argent, il a changé de camp, il est passé du côté des banques. aux mains des acquéreurs, c'est tout. Et le marché, il est passé aux acquéreurs. Et les acquéreurs, ce qui est compliqué actuellement, mais moi je trouve ça passionnant parce que ça nous oblige à pas se contenter juste d'être là et d'apporter du temps. Oui, mais c'était justement ma question d'après. On a aussi un changement de paradigme en fait. On est passé de la loi du vendeur à la loi de l'acquéreur ou pas ? Pas complètement. Double loi, parce que le vrai truc compliqué dans notre métier, et pas que dans notre métier, c'est le temps, l'espace temporel. Ce que j'essaie d'expliquer à mes collaborateurs, vous savez, moi si demain je devais écrire une pièce de théâtre sur l'immobilier, vous savez comment je l'appellerais ? Non, dites. Je suis pas pressé.
Alors celle-là, très franchement, on l'entend matin, midi et soir. Le fameux vendeur, il a beau... On mettra les affiches Vous avez sur beau le comprendre site. que madame a déjà fait ses cartons, qu'elle est partie, qu'ils sont en train de divorcer, que c'est un enfer pour tout le monde à la maison, le mec va quand même vous dire « je suis pas pressé ». Vous savez monsieur, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, je suis pas pressé. Le fameux « je suis pas pressé ». L'idée de l'espace-temps, c'est de dire à nos collaborateurs, pour de vrai, monsieur, madame, est-ce que vous avez un aléa ou une opportunité, une obligation de vie, une étape de vie qui vous contraint à déménager entre maintenant et 2 ans ? Parce que ce qui est très important aussi à travers les bonnes nouvelles qu'on commence à entendre, moi j'aimerais qu'on garde que les bonnes nouvelles, que ça y est, les banques sont de retour. Oui. Que le principe c'est que dès le moment où il y en a 2-3 qui dévoilent leurs intérêts à dire ça y est, on veut à nouveau capter des nouveaux clients, des primos, etc., les autres vont être obligés de se mettre. En revanche, je le sais, parce que ça y est, c'est passé sur les réseaux sociaux, il y a une banque, c'est toujours comme ça, Oui. qui vient de se distinguer en disant ça y est, on a baissé les taux. Alors ça, il faudrait vraiment éviter qu'on tombe dans le piège d'avoir le fameux attentisme des hackers qui vous disent ah ben si, moi On j'ai va lu et j'ai attendre. entendu que Oui. non, les taux Donc, ils vont les pas, autres les vont taux vont pas suivre, baisser. S'ils baissent, ils vont baisser parce que ça y est, les banques commencent à avoir un tout petit peu de marge et que certaines banques, dans des raisons, là en l'occurrence la région c'est, je crois que c'est du côté de Dijon, peut-être que cette banque-là a besoin de capter davantage de clients que ses concurrents. bien sûr. Et en l'occurrence, c'est très singulier. Là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent c'est que pas les attendre. taux, c'est pas attendre. Retour à la vraie vie. Là, en gros, les taux vont rester les mêmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer à convaincre les vendeurs que d'attendre n'est pas Oui. la bonne solution. Nous, on a créé carrément une animation digitale avec ce qu'on appelle l'effet ciseau, où on a apporté la preuve, en effet, ce que convaincre un vendeur de vendre maintenant, s'il est réellement vendeur dans les 2 années à venir et qu'il entend matin, midi et soir grâce à des médias comme le vôtre que ça y est, les prix baissent, celui-là, ça va être assez rapide. Non, mais moi, je le fais pas. Pardon. Mais l'acquéreur, lui, en revanche, c'est compliqué. Parce qu'un acquéreur qui vous dit que les prix baissent, mais que c'est le moment d'acheter, il va vous dire bah non, si ça baisse, j'ai intérêt à attendre que ça baisse. Non. Parce que ça baisse de manière, c'est la face visible de l'iceberg. Ce que vous voyez pas, c'est que la mensualité, le coût du crédit, lui, va vous coûter beaucoup plus cher. Et ça, c'est pour ça qu'on a créé justement, c'est peut-être un peu le lieu et place d'en parler. On a créé en effet avec des algorithmes la capacité sur chaque type de bien, sur chacun des marchés, de montrer à un acquéreur que quand on dit que le temps joue contre lui, c'est bien voilà, vous pensez payer moins cher, mais à l'arrivée, vous allez payer plus cher. Et donc, vous, Caroline Arnoux, vous partagez cette opinion. On n'attend pas. Non, on n'attend pas. Oui. Des taux à 4,5, c'est des super taux. Mais oui. Alors effectivement, le marché de l'immobilier, quand on avait des taux à 5 ou à 6, les prix n'étaient pas les mêmes. Mais c'est des super taux, on pourra les renégocier. Non, pour moi, il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, il y a encore une situation de blocage sur laquelle nous, on fait beaucoup de lobbying. C'est les critères d'octroi qui ont été édictés par le HCSF en 2022 et qui, quelque part, ont contribué aussi, plus que le taux d'usure, et qui contribuent encore à complètement verrouiller le crédit. Oui. Les banques, de tout temps, elles savent octroyer un crédit. Une banque, son métier, c'est de la transformation. C'est transformer des dépôts en liquidité pour prêter. Et ça, elle sait le faire depuis la nuit des temps. Les banques, depuis toujours, elles avaient des critères déjà d'octroi, d'endettement qui étaient autour de 36%, 35, 36, 37. Mais surtout, elles regardaient ce qu'on appelle le reste à vivre. Alors que le HCSF, il bloque la barrière à 35%. Si vous êtes à un taux d'endettement de 36%, vous ne pouvez pas avoir le crédit, même si vous gagnez 10 000 euros. Je pense que ça, c'est assez dingue. Donc le critère des 35%, c'est vraiment nul. Il faut revenir à plutôt une notion de reste à vivre. Le critère d'octroi aussi du HCSF, on ne peut plus emprunter au-delà de 25 ans. Quand vous êtes primo-accédant, que vous avez 27 ans, Non, mais ça ne correspond pas ça n'a aucun sens. à l'organisation de la société actuelle. Exactement, en plus. alors que vous avez une retraite à 65 et puis une espérance de vie plus élevée, ça lui permettrait de lisser son crédit, de passer en dessous des 35% et d'avoir son crédit. Donc ces normes HCSF, alors, et également pour l'investissement locatif. C'est un truc de fou. L'investissement locatif, avant on avait le calcul différentiel, ce qui fait que vous faisiez un différentiel entre le prix de votre crédit et la location et rentrait seulement dans vos charges les 200 € qui étaient le différentiel entre ce que ça vous coûtait ou pas. Ça a été aussi balayé par le HCSF. Donc les critères d'octroi et le HCSF, pour nous, on va voir, il y a une réunion début décembre, il y a beaucoup de pression de certains députés pour faire sauter ces critères d'octroi. Et on espère que ça sera la dernière digue qui nous permettra de retrouver des conditions vraiment plus acceptables pour le crédit. Vous avez parlé de bon dossier bancaire tout à l'heure. C'est quoi un bon dossier bancaire ? Alors un bon dossier bancaire, évidemment on a tous à l'esprit des dimensions patrimoniales, mais ça ne représente pas la majorité de la société française. Alors là je vais parler pour les courtiers. C'est extrêmement important de préparer son dossier quand vous voulez acheter un bien immobilier. Et ça veut dire quoi ? Préparer son compte.
nettoyer son compte bancaire, qu'il n'y ait pas des petits incidents, que tout soit bien propre et lisible pour un banquier qui va analyser. Parce qu'évidemment, vu que on a moins de liquidité, on va choisir les bons clients. Donc les bons clients, en clair, si vous êtes à découvert les 6 derniers mois, les signaux sont au rouge. Donc exactement, retravaillez votre compte, c'est facile. Faites-vous accompagner. Évitez d'être, si vous l'êtes, faites une petite pause de 3 mois, d'être joueur de poker en ligne. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est préparer son dossier. C'est pas mon cas, je vois souvent, c'est pas mon cas. C'est préparer son dossier, c'est essayer aussi de grappiller de l'apport. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, mais les parents, les donations, parce que les banques demandent vraiment pas mal d'apports. Nous, on a regardé sur... Ça existe, les prêts familiaux. Les prêts familiaux, exactement. Donc, 20% d'apport en ce moment qui est demandé pour faire un prêt, c'est énorme. On a connu des années où... Alors ça, Caroline, si je peux me permettre de vous interrompre, la notion de 20% d'apport, pareil, pour que les choses soient parfaitement claires pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste pour embêter les gens, c'est que les banques anticipent un marché baissier. Non mais clairement, les banques, elles prennent des garanties. Moi, je vous donne mon sentiment. Les banques, parce que là on parle de 20%, sur certains types de biens ou certains types de profils, ça va être 30. Les 30, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans leurs calculs, dans les différents, dans leur comité, il y a les engagements, il y a le risque. Dans le risque, c'est ceux qui généralement sont les plus pessimistes de ce pays. Et eux, ils sont là pour évaluer différents scénarios. Et il y a le scénario catastrophe où le marché dévisse de 20%. Eh oui. Voire plus. Et si c'est le cas et qu'un aléa de la vie comme un divorce, une mutation et qui contraint de vendre dans les 2 années et qu'à ce moment-là le marché est au plus bas, la banque elle fait comment? Donc ça c'est pareil, c'est pour juste... Après ça peut être aussi un réflexe de gestion en bon père de famille aussi, on peut le voir comme ça. Ouais, ça permet aussi de réduire le montant de l'endettement et demande aussi des matelas un petit peu supplémentaires. Juste sur la notion du risque. Les critères HCSF, ils ont été pondus par la Banque de France pour dire attention, il y a beaucoup trop de crédits immobiliers, beaucoup trop d'immobilier, les Français vont surendetter, ça va être catastrophique, tout va s'écrouler. Hop, critères HCSF, comme ça on réduit le surendettement. Christine Lagarde encore aujourd'hui dans la tribune, attention au risque de surendettement. La Banque de France a produit des chiffres. Il y a peu de propriétaires surendettés, non? 76% des dossiers de surendettement sont des locataires. Oui. Le surendettement est généré par le crédit conso, par le crédit renouvelable et non pas par le crédit immobilier. Donc ça, je pense qu'il faut le dire. Moi, je pense que ces critères d'octroi ont été mis en place pour freiner le marché. Effectivement, parce qu'il y avait une peur d'emballement, il y avait beaucoup d'achats, des prix de l'immobilier qui montaient, des crédits gratuits. Après, et voilà. Et si on freine le marché, on freine l'économie. Exactement. Ouais, mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est l'inflation qui a complètement dévissé. L'objectif, c'est de 2%, on est monté jusqu'à 6 ou 7%. Et l'idée, c'est de dire, on ferme les vannes. Parce que là, on parle beaucoup d'immobilier, c'est un peu l'enjeu de ce salon. Mais ça marche pour les entreprises. Et c'est vrai que, limite, avec du recul, moi, je vois en tant que jeune, je peux le dire jeune, entrepreneur, limite aujourd'hui, quand on voit les taux qu'on pratique, parce que tout change. C'est vrai que quand vous rachetez une entreprise et qu'on ne vous prête plus à 2,5, on vous prête à 4,5 ou à 5, finalement, tous les ratios que vous avez en tête pour pouvoir amortir l'acquisition d'entreprise sur 7 ans, ça tient plus, il faut 2 ans de plus, mais les banques, elles ne prêtent pas sur 9 ans, elles prêtent sur 7 ans. Bref, et c'est là qu'on se dit, putain, mais limite, j'en ai pas assez profité. Mais c'est vrai qu'on sort d'une période de dingue, où finalement, l'argent, je dis pas qu'on nous le donnait, mais presque. On dit toujours, mince, j'aurais dû le faire avant, d'ailleurs. Et c'est peut-être ça aussi. Après, pour revenir sur le profil, donc il y a toutes les histoires de se débrouiller pour être pas à découvert sur les 3 derniers bulletins. Mais justement, moi, ma question, c'était celle-là. C'était, on nettoie son profil bancaire, mais quand on est vendeur, alors qu'est-ce qu'on fait avec les murs? Eh bien, on essaie d'écouter son agent immobilier en espérant en avoir un bon auprès de soi. Et on essaye de se donner... Enfin, en gros, c'est un peu comme l'impression. Généralement, on dit toujours que la bonne impression, ça fait les 45 premières secondes. Là, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Et qu'au niveau timing, tout à l'heure, je surfais sur l'histoire des 20% d'apport, sur l'anticipation du marché qui va être un marché baissier. Je reviens sur le temps. J'ai vachement insisté là-dessus depuis plus d'1 an, 2 ans. Vendeurs et acquéreurs, ne jouez pas avec le temps. Le temps joue contre vous. Et je pense que quelqu'un, une fois de plus, sur le côté projection de projet à 2 ans, c'est de dire il vaut mieux avoir un tien que 2, tu l'auras. Et je pense même qu'un marché qu'on va étudier là d'ici la fin de l'année, qui sera plus le même l'année prochaine. Je pense qu'au niveau de ce qui vont sortir au niveau des réseaux, au niveau des chiffres des notaires et autres, vous allez voir qu'on va cesser finalement les disparités dont je vous parlais. Ça y est, tout le monde s'est mis maintenant au pas. Je reviens sur ma situation personnelle où j'ai plusieurs cabinets. Mes cabinets sont essentiellement à titre perso en région parisienne. Et j'en ai aussi en Normandie, j'en ai dans le Gard, j'en ai du côté de Toulouse. Et bien par exemple du côté de Nîmes, Nîmes, il y a encore quelques mois, on ne connaissait pas la crise.
à Nîmes, les produits étaient rares. Donc quand généralement on rentrait à un bien rare, on le vendait tout de suite. Eh bien, on constate tout le temps les mêmes choses. Quand les délais se rallongent, les stocks s'accroissent et la suite logique, c'est la baisse des prix. Et je pense qu'on va être tous à la même enseigne, sans vouloir jouer avec les mots, là, d'ici la fin de l'année et que les chiffres et les comptes vont tomber l'année prochaine. Bon, moi j'ai une toute dernière question et après on se reverra l'année prochaine. Une question pas si simple que ça. En quelques mots, dites-moi comment vous envisagez 2024. Alors, sur le front des taux, alors évidemment, à ISO situation géopolitique évidemment, hors parce que là, nouvelle guerre ou drame comme mais ça. Mais ne parlons pas de crise, hein. C'était ça le mot. Il n'y a pas de crise. Hein. Il n'y a vraiment pas de crise. Il n'y a vraiment pas de crise, tout va bien. Non. Moi, je pense que ça serait normalisation. Si j'ai envie d'avoir un terme, c'est normalisation. Normalisation avec des taux certainement qui vont continuer un petit peu à augmenter ou à plafonner jusqu'au printemps et puis et potentiellement d'ici fin 2024 un amorçage de la baisse des taux. Voilà, si l'inflation et toutes les constantes économiques de l'inflation, de la croissance perdurent, on devrait avoir cet atterrissage au niveau des taux et finalement des banques qui reviennent plus normalement sur le crédit et un accès au crédit vraiment facilité. Donc moi je suis optimiste dans le sens où je pense que le pire en termes de financement, que le pire est vraiment derrière nous et que voilà, on va vraiment vers une normalisation du marché du financement. On a eu des bonnes nouvelles aussi sur la hausse des salaires, parce que quand il y a hausse de l'inflation, on a aussi la chance en France d'avoir des SMIC qui sont aussi indexés sur l'inflation, le salaire des cadres qui augmente un petit peu. Donc voilà, plutôt une normalisation, un atterrissage en douceur des taux, normalisation et peut-être une décrue des taux pour fin 2024. Et pour vous, Brice Cardy, le défi ce sera d'être synthétique pour vous, en premier lieu. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, écoutez, je rejoins complètement ce qu'a dit Caroline. Je dirais que, et c'est ce que je dis souvent aux agences de l'adresse qui sont en région. Et je m'arrête là. Un peu dur, Caroline. C'est un peu dur. Non, mais bon. Je disais justement aux agences de l'adresse qui sont en région et qui ont vu un peu plus tard que les autres que ça y est, ça commence à devenir compliqué. Je dis, vous ne plaignez pas, parce que vous, au moment où les taux se resserrent, du côté bancaire, ça se dessert, ça se détend. Donc je pense qu'eux vont devoir juste se contenter finalement d'avoir les bons outils, les bons services, les bons conseils pour pouvoir rassurer les vendeurs et les acquéreurs pour aligner les planètes. Et je rejoins complètement Caroline en disant que je pense que le plus dur au niveau bancaire est derrière nous. Et j'espère qu'on aura un printemps qui sera un bon printemps, parce que le printemps reste une période qui reste une période clé dans notre métier. Oui. Je rappelle que le printemps de cette année, moi ça fait 25 ans que j'exerce ce métier, j'ai jamais connu un printemps aussi finalement maussade, je ne sais pas si le mot se dit encore. Si. Voilà. Et je pense, parce que pareil, on oublie de le dire, Caroline elle a dit plusieurs mots, l'importance, vous avez rigolé quand je vous ai dit le coup de la brique dans le ventre, mais l'importance pour les Français, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, il y a qu'à voir toutes les émissions de télé qu'il y a sur la déco, etc. Les Français sont très attachés à être bien chez eux, et on oublie de dire qu'à travers ces 20% de transactions de moins, on parle de 200 000 de moins, peut-être même 300 d'ici quelques mois, c'est beaucoup de ménages qui, soit pour réaliser des moments heureux, comme l'arrivée d'un enfant, ou malheureusement l'inverse, des moments de séparation, où finalement on apprend à cohabiter, et cohabiter avec des enfants qui voient ce que c'est que de cohabiter avec des parents qui ne s'aiment plus. Enfin, je ne veux pas faire trop dans le... Non mais c'est vrai, et je vous assure je pense qu'il y a un syndrome d'embouteillage qu'on n'estime pas assez, et j'espère que ça va pouvoir se régler là à ce printemps. Donc moi j'espère, pour rester très optimiste, ça sera mon mot de la fin, qu'on va vivre une sorte de rattrapage au printemps 2024. Et mon mot de la fin, ce sera que je vous réinvite à venir au micro au printemps prochain alors. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et pas printemps triste. Et je vais m'entraîner pour être plus succinct, concis, tout ça. J'ai compris, mesdames, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.